Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau bilan lecture qui n'est pas des plus fameux, comme j'ai déjà pu vous en parler récemment. C'était un mois de décembre assez compliqué. J'ai tout regroupé sur un bilan, du coup j'en ai fait qu'un parce que j'ai lu que 5 livres. Et c'était pas glorieux. Alors je sais pas si c'est moi en ce moment qui est l'envie de lire qui est pas très présente, si c'est les titres que j'ai choisis qui ne sont pas qui sont pas faits pour moi en fait. Je sais pas. Mais bon. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors on commence tout de suite. Donc tout d'abord j'ai lu en lecture commune avec Stéphanie de la chaîne Chronique de Lully, L'Exorciste de William Peter Blatty. Alors ici aux éditions Pavillon Poche, aux éditions Robert Laffont de la collection Pavillon Poche. Récemment est ressortie une nouvelle édition du coup de l'Exorciste que je vous mets là, qui est sublime. J'avais un peu de regret à la base de ne pas l'avoir acheté parce que je venais de me procurer celui-là quelques mois avant et j'avais pas envie de redébourser. Enfin ça va rien, le texte est le même, on va pas... Et au final, je peux vous dire un truc spoiler, j'ai bien fait, j'ai pas aimé ce livre. Alors autant le livre m'a traumatisé quand j'étais gamin, je ne l'ai jamais revu, je l'ai vu il y a au moins 20 ans. J'ai jamais revu parce qu'il m'a fait trop peur. Et je me suis dit on va se mettre à lire le livre. Et là j'ai été chercher Stéphanie parce que je voulais pas le lire tout seul, j'avais peur d'avoir trop peur. J'avais peur d'avoir trop peur. Qu'il me foute trop les chocottes. Donc pour l'histoire, en gros, on suit une mère de famille qui est actrice et qui habite qui est divorcée, qui habite dans une grande maison avec sa fille. Et sa fille commence à avoir un comportement assez bizarre. Donc sa mère va tout faire pour trouver ce qu'elle a, donc déjà au niveau médical, donc elle va se rendre dans des hôpitaux, elle va aller voir des psychologues, puis des psychiatres, et personne ne va trouver une réponse à la pathologie de sa fille, jusqu'au moment où elle va se tourner vers un prêtre pour exorciser sa fille qui serait possédée par un démon. En gros c'est ça l'histoire, je n'invente rien, je vous spoil pas, en plus c'est marqué l'exorciste, donc on se doute bien de l'issue du livre. Donc écoutez, ce livre est culte. Ça a donné donc naissance à un film d'horreur tout aussi culte. Et au final, c'est rare que je dise ça, mais le film sublime le livre, parce que la lecture était assez laborieuse. Le style de l'auteur est pas franchement est pas extraordinaire. En plus, ce qui est bien, c'est que je peux vous faire une critique, et j'ai Stéphanie qui a exactement eu le même ressenti que moi, donc là je me sens un peu plus légitime d'en parler, enfin légitime. Je me dis que c'est pas moi encore qui est grognon et qui n'aime rien. Donc déjà c'est rassurant. Le livre fait 500... J'ai tellement de choses à dire mais je sais pas par où commencer. 530 pages. Déjà le livre est beaucoup trop long. Alors premier gros problème pour moi avec ce livre, c'est qu'on est sur un roman d'horreur. Il n'y a pas d'ambiance. Pas un seul moment au cours de ma lecture j'ai eu peur. Quand j'ai commencé cette lecture commune, je me suis dit je vais pas lire le soir, après je vais pas réussir à dormir et tout, et au final à la fin je le lisais le soir parce que ça me faisait aucun effet. Les personnages, je trouve que la fille, on en parle, mais on revient pas forcément dessus, parce que tout va être du point de vue plus ou moins de la mère. La fille va être plutôt mise en retrait, on va la voir, parce que forcément, elle a un comportement qui est assez suspect. Mais tout le long du livre, je trouve qu'elle est pas si présente que ça. On la voit, il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas si présente que ça, donc on n'apprend pas vraiment à connaître l'enfant, toutes ses peurs et tout. Au début, si, il va y avoir... alors je dis, il n'y a pas d'ambiance, si, quelque part, si, il se passe des petits trucs au début qui sont un peu suspects. La mère, elle entend des coups dans les murs. À un moment, elle se rend dans sa chambre, la fille, elle a peur parce que son lit se met à trembler tout seul, il se passe quelques trucs, mais je trouve que c'est assez infime, vu la grosseur du livre, et que l'ambiance, elle n'est pas maintenue sur la longueur. Donc il y a déjà ce problème-là. L'auteur met plein d'intrigues en place, sans aller jusqu'au bout, donc il va partir sur une piste, on va suivre ce qu'il nous en dit, plus ou moins en cours de récit, je caricature un peu, mais c'est laissé de côté, on n'a pas de réponse. On repart sur autre chose, c'est laissé de côté, on n'a pas de réponse. Donc il part sur plein de pistes, qui sont intéressantes les pistes en plus, mais c'est pas, je trouve que c'est pas abouti. Comme je vous le disais, la mère va consulter différents médecins pour savoir le mal qu'a sa fille. Comment ça se fait qu'elle développe ce comportement alors qu'à la base elle n'est pas du tout comme ça. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a une grande part de médical dans ce roman où on va voir cette mère qui se bat bec et ongle pour trouver une solution à sa fille, un remède, quelque chose, savoir à diagnostiquer ce qu'elle a, quoi. Donc au début on va être plus avec les psychologues, ils vont la suivre, bon, il y a le fait que la femme est divorcée, que la fille voit pas beaucoup son père, donc ils vont plus se pencher là-dessus.
Et puis ça ne résoudra rien, donc ensuite on va suivre un peu la mère dans ses recherches, elle va se rendre dans un hôpital psychiatrique. Alors il y a un pan de l'histoire qui va être développé là-dessus, donc les symptômes psychiatriques de l'époque, parce que ça a été écrit dans les années 70. J'ai eu la sensation que l'auteur s'était regardé, je sais de quoi je parle, et je vous montre le truc. C'est intéressant, moi j'aime bien l'aspect psychiatrique, vous le savez, mais là je trouvais que c'était trop ramené un peu à la Wikipédia, et ça m'a pas trop beauté. La mère, je trouvais qu'elle n'était pas assez nuancée, parce que ça va être quand même l'un des personnages principaux de l'histoire. Autant c'est normal, sa fille est atteinte de quelque chose, elle ne sait pas ce que c'est, elle se trouve un peu démunie, et elle aimerait bien l'aider, sa gamine. Et on voit qu'elle fait tout ce qu'elle peut, elle déplace des montagnes pour essayer de lui trouver réponse à ses questions. Mais elle est toujours en train de pleurnicher et je trouve que l'auteur insiste beaucoup trop sur le côté pleurnichard de cette gamine et qui met un peu de côté le côté courageux. Je trouve qu'il aurait dû... C'est normal, je comprends une mère, quand votre fille va pas bien, que personne ne peut vous aider, que vous êtes au fond du trou, je comprends tout à fait la volonté de l'auteur là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve qu'il aurait dû aussi remettre en avant, et à la même hauteur que le reste, le fait que la mère, elle est courageuse, elle est toute seule, elle est en train de se débrouiller comme elle peut pour trouver une solution à sa gamine. Et ça, c'est pas assez mis en avant. Il y a des longueurs. Alors, vous savez, le livre est fait en 3 parties. La première partie est molle, il se passe pas grand-chose. La deuxième partie est un petit peu mieux, pour mieux amener à la dernière partie, où oui, ça se lit bien. Mais c'est pas non plus... je trouvais pas qu'il y avait une tension de dingue. Tout ce qui va être les passages où on voit la fille justement possédée dans sa chambre et tout, pareil, je trouvais que c'était un peu léger. La fille est possédée par un démon. Donc il y a quelques trucs qui sont pas mal, je vous dis pas lesquels. Mais à côté de ça, quand les prêtres ils rentrent dans la chambre, la fille elle commence à faire caca dans sa culotte. Enfin, donc on vous explique bien qu'il y a une odeur qui est pas bonne, il fait froid dans la chambre, ok. Et à côté de ça, elle fait des insultes, elle a beaucoup d'obscénités qui lui sortent de la bouche et elle a des gestes aussi très sexuels. Donc la gamine elle a 12 ans je crois. Donc, ça peut être un petit peu suspicieux, je pense que c'est voulu. Mais au final, le démon qui se définit que par ça, c'est un peu léger. C'est pareil, j'ai pas trop... Je trouve qu'il aurait pu amener plus de subtilité dans le démon aussi. Je trouve que là, c'était... Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur. Oui, il va lâcher des proutes. Ouais, enfin, il va dire plein de gros mots, ok, mais démon, donne-lui plus d'envergure que ça, quoi. Là, c'est un peu... La mère, pareil, elle a des employés de maison, elle leur parle comme à des chiens, alors ça m'a gonflé. Je sais pas si l'auteur voulait amener un côté caractériel à la femme, un peu de charisme, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Personnellement, j'ai pas aimé. Il y a une histoire aussi autour des employés de maison avec leur vie personnelle. Pareil. On parle là-dessus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va ramener toutes les pistes. Alors c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que toutes les pistes n'avaient pas vraiment d'aboutissement. Ça a un aboutissement, mais je trouve que non, ça va pas. Enfin, moi, ça n'allait pas. Faut savoir également que l'exorcisme arrive super tard, je crois qu'il arrive à la page 400 ou 350, je sais plus, mais il arrive très tard, donc on le sait, c'est marqué l'exorciste, on l'attend tous, même si t'as pas vu le film, même si tu n'as jamais lu le livre, mais tu attends ce moment-là, moi je l'attendais, et au final, mais il arrive mais trop tard. Bon, forcément, il y a un aspect religieux qui est très présent, trop présent. C'est vrai qu'on suit beaucoup un des prêtres, quelqu'un qui est athée ou qui est pas du tout dans cette confession-là, ça va être un petit peu compliqué pour lui également. Mais ça, après, je pense que qu'on s'en doute quand on commence le livre. Je pensais avoir aussi peur que le film, mais au final, pas du tout. Donc, je sors très déçu. Et moi, comme Stéphanie, on sort tous les deux déçus de cette lecture. D'ailleurs, je vous laisserai, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va la sortir, Stéphanie, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous laisserai aller voir. Je pense que prochainement, elle va aussi sortir sa critique et je pense qu'elle viendra compléter la mienne. Je ne sais plus exactement ce que Stéphanie a dit, puis je la laisse dire par elle-même. Moi, c'est ce que j'en ai retenu, c'est dommage. Enfin, pour moi, ça l'aura pas fait. Ensuite, j'ai voulu honorer le petit cadeau d'anniversaire de ma copine Margot, donc avec l'Encore Lent de Armel Carbonel ici aux éditions Mazarine. Moi, j'étais très content de découvrir la plume d'Armel Carbonel, j'en entends parler depuis longtemps. Alors, le titre qui est plus ressorti, moi, que j'ai vu le plus passer, c'est Criminal Loft. Et celui-ci, c'est son dernier. Donc, Criminal Loft est dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu. Donc, prochainement. Donc, ici, on va être sur une histoire où il y a 5 écrivains qui veulent se retrouver dans une maison qui a un lourd passé, ça se passe dans les années 60 à la base. Donc il va y avoir un switch passé-présent dans le roman, surtout dans la première partie. Donc on va découvrir tout le passé autour de cette maison avec une grosse thématique sur le racisme, sur le Ku Klux Klan. Et à côté de ça, on va découvrir également 5 auteurs qui sont des auteurs d'horreur ou de thrillers qui sont assez renommés, qui décident de se retrouver autour d'une petite réunion, une espèce de nano-writing,
pour écrire ensemble lors d'un long week-end. Quand ils se rendent sur place, il y a la voiture d'un des auteurs qui est déjà présente, mais quand ils rentrent dans la maison, l'auteur n'est plus là. Bon, je vous dis pas comment ni pourquoi, on le sait dans le livre, je vous laisserai le découvrir. Et ils se retrouvent tous les 4 dans cette maison, et commence à se passer des trucs un petit peu bizarres, même au niveau de l'ambiance, elle est assez lourde. Et je trouve que ça rajoute avec le passé qu'il y a derrière. Forcément, les auteurs connaissent le passé autour de cette maison. Ils ne sont pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des rumeurs aussi locales. Et ensuite, très vite, il y a un deuxième auteur. Donc c'est une femme, je crois, la deuxième, qui disparaît également. Ils se retrouvent à 3 et là, ils se demandent de ce qui se passe. Ils ne comprennent plus. Ça devient assez tendu. Donc pour le roman, je vais m'arrêter là pour le petit résumé. Alors, qu'en ai-je pensé? Alors, la plume d'Armelle Carbonell est absolument sublime. Moi, je trouve que pour du thriller, elle a une plume géniale. Après, le livre est divisé en 2 parties. J'ai apprécié beaucoup plus la deuxième partie que la première, qui était assez lente, assez longue. Je trouvais ça assez flou, je ne savais pas trop où l'autrice voulait en venir. Je me dis, mais... Enfin, je comprenais pas tout. C'est voulu. C'est voulu. Si vous comprenez pas tout quand vous allez le lire, c'est voulu, c'est normal. Après arrive la deuxième partie. Alors au début, je comprends rien, ce qui est normal aussi. Donc ça me donne envie de continuer, c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Je voulais savoir le pourquoi du comment. Je comprends rien, c'est moi qui ai teubé ou bien ça se passe comment. Et on finit par savoir le pourquoi, mais je trouve qu'on le sait trop vite. Donc arrivé à peu près à la moitié du récit, on sait le pourquoi du comment, et après, tout ce qui en détourne derrière, moi j'ai deviné, je pense qu'il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour savoir ce qu'ils en est. Donc la deuxième partie est quand même plus intéressante, plus rythmée, moi je l'ai préférée à la première, mais je trouve encore une fois qu'on a lâché trop vite l'info. Mais comme elle part sur quelque chose d'assez brumeux sur le coup, je peux comprendre que l'autrice va le faire avancer l'intrigue et nourrir l'intérêt du lecteur. Un roman qui est très psychologique, alors moi j'adore ça. Ici, ça leur a fait moyennement. Je dis pas que j'ai pas aimé, d'accord, il y a une ambiance, c'est vrai qu'elle sait mener une ambiance comme il faut, Armelle Carbonell. Elle sait nous mettre dans un flou, mais qui nous donne envie de continuer, même si la première partie c'est vraiment très brumeux. Et cette idée aussi autour de la thématique du Ku Klux Klan, du racisme et tout, qui était vraiment bien amené, bien trouvé, je trouvais, mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose. J'ai bien aimé, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais je retenterai Armelle Carbonell parce que c'est pas avec celui-là que j'aurais tendance à dire que je suivrais absolument cette autrice. Donc pas un coup manqué, parce qu'il y a quand même de bonnes choses, mais c'est pas non plus une lecture dont je me souviendrai. Déjà là je vous en parle, mais j'ai déjà oublié plein de choses. Sympathique. Je n'en dirai pas plus. Donc vous voyez, j'étais vraiment dans... J'ai fini le Black November, comme vous avez pu le voir, avec des lectures qui n'étaient pas franchement jobards. Et là, je continue le mois de décembre avec des lectures pareilles, pas franchement transcendantes, et je me suis dit, mais j'en ai marre. Donnez-moi un livre avec du rythme, donnez-moi un livre qui me donne envie. Et là, miracle, on m'a entendu. Et petit coup de cœur pour ce livre de Morgane Cossarieux, Vertèbre aux éditions Au Diable Vauvert, que j'ai adoré. Je l'ai lu avec trois bookstagrammeuses, donc il y a Magali de Books of Zatanna, Céline des Pages Noires de Céline, et également Kali de Kali Bookin. Moi j'avais découvert ce titre grâce à Benjamin des Mots Magiques, qui en avait fait une critique plutôt élogieuse, et ça m'avait vraiment donné envie. Déjà la couverture, je trouve, regardez-moi le travail quoi. La couverture est sublime. Bon, on s'est rendu compte avec Magali en discutant que la couverture trahit peut-être un peu trop le sujet du livre. Et c'est pas non plus très très grave. Donc on va suivre la petite Sacha qui est toujours en train de vadrouiller avec son copain Jonathan et Brahim jusqu'au jour où ils sont accostés par une femme à barbe qui leur propose des cartes Dragon Ball. Ah oui, parce qu'il faut savoir, le roman se passe dans les années 90. Elle leur propose d'aller faire un tour, et puis elle veut les acheter avec des cartes Dragon Ball. Finalement, Sacha au dernier moment, elle a un ressenti et elle dit non, 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 non. Et finalement, c'est Jonathan qui se fait enlever. Et à partir de ce moment-là, quand le roman commence, Jonathan s'est fait enlever. On va découvrir Sacha qui écrit, on lui a offert un petit carnet d'idoles, et elle écrit ses pensées à l'intérieur, donc comme un journal intime. Et on va switcher à chaque fois aussi avec les pensées de la mère de Jonathan, donc Marilou. Et Marilou elle est désemparée, elle ne sait pas ce qui s'est passé, son gamin n'est plus là, elle est complètement perdue. Et finalement, quelques jours plus tard, le gamin, on le retrouve au bord d'une route. Il le ramène à la maison, mais le gamin il parle plus. Les médecins le consultent pour voir s'il n'a pas subi de violence ou de choses plus graves. Et ils se rendent compte juste d'un truc bizarre, c'est que Jonathan il a une vertèbre en plus. C'est tout. Le gamin commence à avoir un comportement assez suspect. Il est bizarre. Sa mère, faut savoir que la mère, elle est complètement psychotique, elle est complètement
Son gamin, c'est la prunelle de ses yeux, mais limite, elle l'enferme, faudra qu'elle l'ait que pour elle, que personne autour ne soit là. Elle aime pas trop qu'il traîne avec Sacha et Brahim. Enfin, elle veut vraiment, elle le veut pour elle. Et elle veut le garder à la maison, et elle retrouve pas son petit garçon. Elle fait, on m'a pas rendu le mien, on m'a rendu un autre gamin. Elle comprend plus trop ce qui se passe. Et à côté de ça, il y a Sacha qui comprend pas, son copain il vient plus à l'école, elle trouve ça bizarre, elle le trouve un peu drôle, il parle plus beaucoup, mais elle se pose pas plus de questions. Bon, elle a que 10 ans en même temps, la gamine, donc c'est son copain, elle le juge pas. En plus, il faut savoir que Sacha, Jonathan et Brahim, ils sont un petit peu à part à l'école, parce qu'ils sont pas super bien vus par les autres, et puis ils font un petit peu des conneries. Donc du coup, on part sur ce postulat-là. Très vite, on va le savoir, bon, vous l'avez vu sur la couverture, je vais pas trahir un secret, mais on part sur la thématique du loup-garou, mais je trouve que Morgane Cossarieux, au niveau du loup-garou, elle réinvente un peu le mythe à sa sauce. Elle va s'en servir pour parler de la thématique de tout ce qui va être puberté, sexualité. On va suivre également l'amour maternel, mais un amour maternel absolument toxique. Et j'ai beaucoup aimé l'ambivalence entre les pensées de Sacha, le personnage qui est vraiment absolument fantastique. J'ai beaucoup aimé. On aborde d'autres thématiques aussi sur tout ce qui va être identité. Mais super bien vu. Je trouve que Morgane Cossarieux, elle arrive à se glisser totalement dans le rôle de la mère psychotique, comme dans celui de l'enfant un peu naïf, mais en plus, Sacha, elle est vulgaire. Elle dit des mots sans vraiment comprendre la portée de ces mots-là. Cette fille-là, elle se sent garçon. Donc elle se coupe les cheveux très courts. Et plus ou moins au cours du roman, on va découvrir un petit peu toute sa personnalité, mais elle est vraiment attachante. Et en plus, ce que je trouve, et que ça c'était vraiment sympathique, c'est que Morgane, à travers la voix de Sacha, elle va nous balancer plein de petites références aux années 90, donc ça va être à propos des dessins animés, des pubs à la télé. Il y a tous les slogans de pubs de l'époque qu'on connaissait tous. Moi, j'avais une dizaine d'années dans les années 90 et je les connaissais toutes par cœur parce que j'ai bouffé de la télé à longueur de journée. Il y a toutes ces petites références-là qui sont sorties de la bouche de Sacha, donc ça ramène un grand parfum de nostalgie que j'ai adoré. Franchement, c'était super. J'ai pas trouvé ça trop lourdingue et en plus, j'ai trouvé ça super intelligent de l'amener à travers l'enfant en fait. À côté de ça, vous suivez la mère. Alors la mère, elle est complètement barrée. Franchement, elle fait limite peur. Autre chose qui était vraiment, vraiment bienvenue, c'est que du coup, on l'a découpé en 5 parties. On l'a lu sur 5 jours. J'ai été sage. J'ai été discipliné. J'ai dit, j'attendrai les filles. Parce qu'après, on en parlait tous les soirs. On débriefait sur la partie qu'on avait lue. Et plus le roman avance, plus c'est dur de le lâcher. Hein. Franchement, au bout d'un moment, t'es là, tu te dis, waouh, waouh. Je veux continuer, j'étais là, j'allais voir les filles, je fais mais les filles j'ai envie de continuer, là il se passe un truc de dingue. Et je trouve qu'elle finit à chaque fois ces chapitres avec un petit cliffhanger et tout, mais qui donne vraiment, et la tension elle monte de plus en plus, il y a vraiment un enjeu dans ce livre jusqu'à la fin où tu la devines absolument pas. Il y a un hommage qui est rendu, bon alors ça vient pas de moi, c'est Magali qui l'a dit, je trouve que c'était plutôt bien trouvé. Il y a un grand hommage qui est rendu également au livre Chair de poule, vous comprendrez en le lisant. Par contre, c'est pas un roman pour ados, hein. C'est vraiment pour moi un roman clairement pour adultes, parce qu'il y a vraiment des scènes sanglantes et d'autres scènes un petit peu plus sexuelles, donc c'est vraiment un livre pour adultes et pas du tout pour enfants. Sans vous dire tout ce qui se passe, je vais juste vous spoiler un petit truc, et que je trouve absolument génial, pour tous ceux de la génération 90. Sacha, elle a un chien qui a un nom, mais c'est le meilleur nom du monde. Son chien, elle l'a appelé Megazord. J'ai trouvé ça formidable. À travers ce switch entre la mère et la fille, il y a un parallèle qui peut se faire ou un contraste. C'est que la mère veut absolument garder son fils pour elle parce qu'elle l'aime, mais elle le montre très mal et elle est vraiment possessive. Et au final, elle ferme un peu les yeux sur ce que son gamin il est, alors que c'est pas lui rendre service. Et à côté de ça, vous avez Sacha qui se pose pas de questions. Elle prend ses amis comme ils sont. T'as changé, c'est pas grave, viens avec nous. Il y a vraiment cette naïveté. Mais en plus, cette naïveté va amener quelque chose de malsain, parce qu'il va se passer des trucs avec le comportement de Jonathan, justement, et il y a des moments où tu te dis, waouh. Il y a un humour noir également qui est très présent. Et il y a des moments où je rigolais, et j'étais un petit peu coupable en me disant, mais Laurent, c'est atroce, tu rigoles pour ça. Et je trouve que là-dessus, c'est bien joué aussi. Donc du coup, une plume que j'ai adorée, un roman que j'ai adoré. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans le book haul, j'en ai racheté un autre qu'on relira avec les filles d'ailleurs. Mais un pur bonheur. Franchement, c'était formidable. Vertèbre était super. Si vous aimez l'horreur, que vous êtes un peu nostalgique des années 90 et que vous avez vécu à cette époque,
Allez-y, en plus Morgane Kossarieu, il n'y a pas de longueur, elle va à l'essentiel et ça marche du tonnerre. Ensuite, je suis parti sur une relecture, donc une LC qu'avait organisée Séverine, avec l'intégrale du Bal des Louves de Mireille Calmel, donc qui est sortie dans une nouvelle collection de chez XO Éditions, donc la collection Cléa. Ici, vous avez les 2 tomes. Alors, même si le livre vous paraît pas très gros, il fait quand même presque 800 pages. Confort de lecture de ouf. J'avais lu ce livre il y a 20 ans, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'ai relu, et là, je trouve ce qui va être intéressant, c'est de savoir 20 ans après ce que j'en ai pensé par rapport à 20 ans avant. Donc on est sur les terres de François de Chazeron. Et il y a un de ses écuyers, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui va se rendre auprès du seigneur et qui lui demande son autorisation pour marier sa fille. Le seigneur lui dit, il n'y a pas de souci, c'est qui votre fille au fait? Et du coup, l'homme lui dit, bah, c'est elle là-bas. Et lui la voit, il fait, elle est pas mal elle. Il dit, bah, il n'y a pas de problème, tu peux te marier avec ta fille, par contre, c'est moi qui aura sa virginité, donc une fois qu'elle est mariée, elle monte dans ma chambre et moi je fais ce que j'ai à faire, et ensuite seulement elle pourra vivre sa vie. C'est formidable, hein, vous voyez bien. Donc le père est un peu désemparé, il va voir sa fille, il lui en parle, il lui dit, écoute, j'avais pas le choix, il fallait que je demande l'autorisation au Seigneur, quoi. Mais il dit, par contre, il va falloir que tu t'offres au Seigneur avant de pouvoir faire ta vie avec Benoît. Et aussitôt le mariage. Donc Isabeau, donc la fille s'appelle Isabeau, elle dit d'accord. Mais entre-temps, Isabeau, elle fomente un petit peu un truc, elle dit à son mari, écoute Benoît, on va se marier, mais dès qu'on est marié, on se sauve. Parce que le roi veut profiter de moi, je ne veux pas. Donc ils se marient, dans la foulée, ils commencent à se sauver. Manque de bol, le seigneur de Chazeron les récupère, il bute son mari. Et devant elle en plus, donc c'est assez atroce. Et du coup, il abuse de cette jeune fille qui viole et qui l'abandonne dans les bas-fonds du château, il la balance. Il dit c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, elle dégage. Manque de bol, Isabeau survit à ce traumatisme, et à partir de ce moment-là va naître une vengeance, et Isabeau, elle dit tant qu'il n'aura pas payé, je ne le lâcherai pas. En gros, c'est ça pour l'histoire. Donc ça se passe en 1500. Donc moi j'avais lu cette histoire il y a 20 ans, je l'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur. Là aujourd'hui, le coup de cœur n'est pas là. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 20 ans, j'avais préféré le tome 1 au tome 2, et maintenant, là, après relecture, je préfère le tome 2 au tome 1. C'est rigolo, hein, que 20 ans après, ça change. Alors ici, je trouve que Mireille Calmel, une autrice que j'adore, je trouve qu'elle a une plume géniale. C'est fluide, ça se lit tout seul. Que vous ayez de grandes notions d'histoire ou pas, c'est pas grave, elle saura vous guider tout le long de l'histoire. Il y a une part de féminisme qui est présente sans être trop présente, elle n'est pas là non plus pour parler que de ça en fait. Il y a la thématique est présente, mais c'est pas le but absolu du roman. Il y a une petite part de fantastique, faut le savoir, parce que Isabeau du coup c'est une femme garou, elle peut se transformer en loup, c'est une femme louve. Oui, je vous l'ai pas dit ça dans le résumé. Donc il y a une petite part fantastique. Au cours du récit, on va découvrir des personnages très connus, comme Nostradamus, François Ier, parce qu'on va se rendre à un moment ou à un autre, c'est écrit dans le résumé de toute façon sur Paris, donc on va découvrir la cour et compagnie. Il y a vraiment un voyage hystérique qui est fait et qui est vraiment génial. Moi je sais que dès que je lis un Mireille Calmel, je repars avec elle vers autrefois sans problème. Dans le premier tome, je trouve que c'est un petit peu long à démarrer. J'ai carrément tout oublié, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du tome 1, il se passait un truc dans ma tête, c'était carrément autre chose. Quand j'ai relu la fin du tome 1, je savais que la fin du tome 1 était très haletante. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'avais dans mes souvenirs, en fait, ça n'avait rien à voir. J'avais vraiment que des bribes, mais qui étaient vraiment légères. J'avais vraiment juste le souvenir du sentiment que j'ai eu à cette lecture, plus qu'autre chose. Après, c'était sympathique, voilà, pour Noël, moi je trouve que ça fait le job. Je suis un peu déçu quelque part de le relire et de ne pas avoir eu le coup de cœur que j'ai eu la première fois. Ça m'a un petit peu chagriné, mais bon, c'est tout, on évolue, après les goûts changent aussi. Ça restait une lecture plaisante. Je trouve que le tome 2, il y a un moment, il se passe un petit truc, je ne vous dis pas quoi, mais j'ai trouvé que c'était un peu long. Je voulais qu'on arrive à la fin, parce qu'au bout d'un moment, je sais, ouais, c'est bon, on a compris. Et je trouvais qu'il y avait une petite longueur au niveau du tome 2, même si le tome 2 est beaucoup plus rythmé que le tome 1, où elle prend le temps de présenter ses personnages, tous les enjeux. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. On ne s'y perd jamais. Jamais vous serez perdu. Et je trouve que Mireille Calmel a cette capacité à mettre en scène des femmes, parce que c'est toujours des femmes qui sont mises en scène dans ces histoires. Et malgré le contexte de l'époque, c'est bien que la femme n'avait pas des conditions top en 1500.
Et elle arrive quand même à en faire, malgré les contraintes qui existent pour les femmes, à en faire des personnages forts. Il y a vraiment des scènes qui sont vraiment bien vues, bien faites. J'ai passé un super moment. Je vous dis, le confort de lecture est absolument génial. Alors je sais, comme on l'a fait sur une lecture commune à grande échelle, il y avait des groupes sur Instagram. Il y en a qui ont abandonné, qui n'ont pas aimé, parce qu'il y a des scènes qu'ils ont trouvé gnangnan. C'est vrai qu'il y a des scènes d'amour qui peuvent être un peu cucul la praline. Moi, ça ne me gêne pas. C'est vrai que je souris des fois où je lève un peu les yeux au ciel. Je me dis, oui, c'est un peu fleur bleue. Mais voilà, après, ça passe quand même bien. Je trouve que ça fait du bien, ça se lit bien. Après, il y a certains termes. C'est ça qui est bien, c'est que Mireille Calmel, elle arrive à jouer là-dessus. C'est qu'elle va amener certains termes historiques qu'on n'emploie plus dans la langue d'aujourd'hui, dans la langue française, mais sans que ce soit trop lourdingue. Vous arrivez quand même à lire facilement. Bon, il va vous falloir quelques pages pour vous mettre dans le truc, parce qu'il y en a qui ont dit « Oh, on sera dans les visiteurs ». Oui, forcément, il y a cette notion-là. Mais très vite, on s'y fait, et après, les pages tournent de plus en plus vite. Il y a juste un tout petit temps d'adaptation, et si vous avez l'habitude de lire des romans historiques, je pense que ça va aller tout seul. Après, si vous voulez vous mettre au roman historique, au lieu de mettre la barre trop haut, commencez par Mireille Calmel. C'est très très abordable, et c'est plutôt sympathique. Donc moi, j'étais content de faire une relecture. Par contre, je me demande, c'est pas la première relecture que je fais cette année, et j'en ressors toujours un peu plus mitigé, sauf Shining, que j'avais autant adoré que la première fois. Mais je me demande si ça vaut vraiment le coup, des années plus tard, de relire un livre dont on a eu un coup de cœur des années avant. Parce que je ressors pas forcément avec le plaisir de la première fois. Mais bon, je suis super content d'avoir lu cet ouvrage. Vous verrez également qu'à l'intérieur du livre, il y a vraiment un clivage qui est fait entre les pauvres et les nobles. Elle va aborder tout ce sujet-là, Mireille Calmel aussi, qui était super intéressant. Des lieux mythiques également. Donc, comme je vous dis, François Ier, on va le citer à la cour. On va également découvrir la cour des miracles. Enfin, il y a plein de choses. C'était vraiment quand même bien sympathique. Donc voilà, une lecture sympathique, une relecture sympathique. Mais je ressors un petit peu déçu dans le sens où j'ai l'impression d'avoir abîmé le souvenir que j'en avais eu 20 ans avant, où j'avais vraiment surkiffé, quoi. Donc je sais pas si je continuerai à faire des relectures d'ouvrages d'il y a quelques années, parce que je ressors un petit peu... Ouais, ça froisse un peu le souvenir, le super souvenir que j'en avais de l'époque. Donc je sais pas si je continuerai. Et pour finir, j'ai découvert donc un cadeau que j'avais eu à Noël l'année dernière, Sanctuaire de James Herbert aux éditions Brajlon dans la collection Terreur. Donc James Herbert, je pense que c'est un nom qu'on n'a plus besoin de présenter, hein. Il a écrit pas mal de choses, dont Les Rats ou Fog. Ici on suit une petite fille qui s'appelle Alice, qui est sourde et muette. Et un jour, sans qu'on comprenne comment ni pourquoi, elle se rend devant un chêne, et elle dit qu'elle a eu une vision de la Vierge, et elle retrouve, elle retrouve sa voix, et elle retrouve l'ouïe en fait. Donc tout le monde est un peu interloqué, ils ne comprennent pas. À côté de ça, on va découvrir Jerry Fenn, qui lui justement va découvrir tout ça, parce qu'il va voir la fille qui va traverser devant sa voiture en pleine nuit, donc il va finir par se demander ce que c'est, il va la suivre, et c'est là qu'il va voir la gamine devant le chêne complètement hypnotisée, et il va lui demander ce qui se passe, elle va lui répondre, elle fait elle est si belle, et elle va avoir les yeux qui vont se révulser, et elle va tomber dans les pommes. Donc dans la foulée, il attrape la gamine, il part à l'église qui est juste à côté, il en parle au prêtre, elle lui dit écoutez, la gamine m'a dit ça et tout, et le prêtre fait c'est pas possible, il fait cette gamine-là, Alice, elle est muette et sourde en plus, donc pourquoi elle vous aurait répondu? Donc il reste assez suspicieux. Jerry, il est journaliste, donc il commence à écrire un article. Son patron, il veut pas de l'article, il dit arrête avec tes âneries, il fait tu vas toujours nous chercher des trucs sans forcément vérifier tes sources. Tu te fous de nous. Donc c'est tout, il continue de surveiller la chose, et la gamine va retourner au chêne, et il va plus ou moins avoir la rumeur qui va circuler dans la ville alentour, comme quoi il y a des miracles qui se produisent avec cette gamine. Très vite, ça va faire un effet boule de neige. Ça va se savoir dans les villages alentours, et après ça va se propager en dehors de l'Angleterre, donc vraiment dans le monde entier. Donc tout le monde va vouloir s'en mêler, il va y avoir les gens qui vont vouloir se rendre en pèlerinage devant ce chêne comme on se rend en pèlerinage à Lourdes, parce qu'il y a quand même eu ce miracle, des gens malades qui vont se présenter pour pouvoir être eux aussi guéris. Alice va être un peu érigée en espèce de... Elle va être sacralisée un petit peu, l'église va vouloir s'emparer du sujet, forcément. On ne peut pas du jour au lendemain mettre ce lieu comme quelque chose de miraculeux, il faut qu'il y ait des études qui soient faites, ça ne se fait pas en 2 secondes, donc tout va être très surveillé, la télé va s'en mêler, les médias vont venir se pointer,
Et les commerçants du coin, bah, eux, ils se disent ça flaire la poule aux œufs d'or. La ville, elle marchait plus vraiment. Les supermarchés faisaient plus vraiment des recettes parce qu'on va suivre un patron de supermarché. Et là, il se dit, mais moi, je voulais lancer une chaîne de magasins, mais c'est le moment. Ça va attirer plein de monde. Qui dit plein de monde dit des touristes. Qui dit touristes dit du fric. Donc, on va aborder tous ces différents sujets-là. C'est bien fait. Franchement, c'était plutôt bien fait. Le seul truc, c'est que c'est trop long. Oui, je sais. Je vous ai dit, hein, j'étais grognon aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé ça trop long. Alors l'auteur est quand même malin parce qu'à la fin de tous ces chapitres, il laisse toujours sur un cliffhanger, donc tu as envie de continuer la fois d'après, donc d'aller au chapitre d'après. Mais pendant les chapitres, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Et au final, quand je ressors de l'histoire, je me dis il aurait pu enlever au moins 100 ou 200 pages. C'est trop long. C'est vraiment trop long, même si l'ambiance, franchement, il y a l'ambiance qui est là, même si la gamine, on se demande ce qui se passe, parce que, à côté de ça, ah oui, je vous ai pas dit dans le récit, la gamine va commencer à avoir des, soi-disant la Vierge, il va commencer à se passer des trucs, donc je vous dis, le monde entier va être bouleversé par cette histoire. Mais à côté de ça, le prêtre qui habite dans l'église, qui se trouve vraiment à côté du chêne, il sent quelque chose de bizarre. Il a l'impression que son église, elle est vide. Mais pas vide dans le sens, il n'y a plus personne qui va, mais vide dans le sens où il sent plus ce calme, cette sérénité. Il y a une mauvaise atmosphère qui se développe autour de l'église. Et pour lui, il y a quelque chose d'obscur autour de cette gamine. Et la gamine va avoir des comportements assez suspects par moments, je ne vous dis pas quoi ni comment. Et ouais, il y a tout un truc bizarre autour de ça, donc le suspense va reposer là-dessus. Mais je vous dis, après, c'était long. Les chapitres, des fois, ils font 30 ou 40 pages, et t'es là, tu tournes les pages. Il y a des histoires, des intrigues secondaires qui sont mises en place, il y en a, quand on arrive à la fin, je me dis, ouais. Et je trouve que l'auteur veut essayer de maintenir le suspense. Moi, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, donc j'ai un peu lâché la rampe, même si j'ai fini le livre. Mais j'ai un peu lâché la rampe parce que je me dis, mais crache ta Valdoc, au bout d'un moment, c'est bon, on a compris, quoi. Mais il se passe quoi? C'est long. On finit par le savoir, et je trouve que la scène finale, qui aurait pu être explosive, je trouve qu'elle a été un peu expédiée, mais pas expédiée dans le sens où elle est courte. C'est vu le temps qu'il a mis à nous exposer son truc, quand tu arrives à la scène finale, bah, au final ça se passe trop vite par rapport au reste du roman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, encore une lecture où je sors très mitigé. Donc James Herbert, en plus, j'ai plein de romans de lui dans ma palle. C'est pas grave, j'ai lu celui-ci, j'ai pas kiffé, c'est juste le fait que c'est trop long. On verra la fois d'après, en plus j'étais pas dans un super mood. Pourtant quand je l'ai commencé, je me suis dit ouais, ça va être cool. Et puis je crois que dernièrement, tout ce qui va être titre religieux, alors entre le troisième secret, Sanctuaire, L'Exorciste, au niveau religieux je vais me détendre un petit peu parce que là j'ai un peu une overdose. Donc j'ai rien contre ça, mais là c'est une thématique qui revient beaucoup et qui commence un peu à s'essouffler pour moi, donc j'y retournerai un peu plus tard. Si vous voulez découvrir un titre, je dirais pas que c'est pas bien, c'est pas ça. J'ai trouvé que c'était trop... ouais, il veut trop jouer là-dessus, c'est trop détendu, et au bout d'un moment, moi j'ai perdu un peu l'attrait du suspense qu'il y avait. Mais bon. Donc voilà pour ces petites lectures, hein. Écoutez, je manquerai un peu d'optimisme dans ce petit bilan. Du coup, depuis les lectures, j'ai un petit peu pas trop envie de lire en ce moment. Donc je vais voir comment ça va se goupiller. Alors peut-être que vous aurez peut-être pas un bilan lecture demain. Peut-être que je vous dis ça, j'en sais rien, je fais des plans sur la comète, je ne sais pas comment que ça va se passer. Peut-être que dans les futures semaines, il y aura peut-être un peu moins de vidéos, je sais pas, je vais voir. Mais je ne me force pas, ça sert à rien. Et ne partez pas, je reviendrai de toute façon. Mais là, de toute façon, il y a des vidéos en préparation. Donc d'ici là, je pense que mon rythme va revenir, peut-être pas aussi intense, mais je vais relire. Je ne vais pas abandonner. Je vais revenir à mon rythme, je ne vais pas me forcer, c'est le pire pour être bloqué. Voilà, ben, sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement et qui vous a vraiment plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut.